Bonjour, donc correction de la séance 1 sur le bilan thermique humain. Donc vous aviez donc une petite manip à faire éventuellement, donc depuis chez vous, donc qui concernait à prendre votre température avant, après et après une période de repos, donc pour un exercice physique. Donc on est censé obtenir des résultats qui ressemblent à peu près à ceci. Donc on voit ici en image thermique que avant l'exercice, c'est-à-dire au repos, donc la température corporelle est plutôt répartie donc au niveau d'un noyau, donc ici central, donc où se trouvent la plupart des organes vitaux. La température est plutôt de 36,5, donc c'est une moyenne bien sûr, donc d'un individu à un autre cela va changer. Et qu'après un exercice physique, on voit très bien ici que la température corporelle a augmenté. Et après donc 15 minutes de repos, elle revient à la normale. Bon, donc tout ça pour voir qu'il y a des échanges thermiques qui s'effectuent entre l'extérieur et l'intérieur du corps humain. Concernant l'activité 1, donc vous aviez cet ensemble de documents et à partir de ces documents, vous deviez compléter un schéma. Vous aviez un certain nombre de données, donc ici, donc j'ai fluoté ici donc sur les documents. Donc à chaque document, il y avait pour ainsi dire un chiffre, et chaque chiffre, donc il va falloir les reporter sur un schéma. Donc vous aviez ici un premier document sur le rayonnement, on vous dit que ça correspondait à 60% des pertes, la convection, 15% des pertes, la conduction, 3% des pertes, l'évaporation, 22% des pertes. Donc ça, c'était pour tout ce qui était perdu donc par le corps humain, donc en direction de l'extérieur. Et puis il y a ce qui va être produit, donc qui était avec le document 5, et on vous précisait qu'une personne au repos, donc pour une personne au repos, la puissance libérée est de 100 watts. Donc et que seulement 20% de l'énergie consommée par les cellules musculaires va être transformée en travail mécanique. Donc sur la totalité de l'énergie produite, il y a seulement 20% qui vont être consommés pour faire du travail mécanique. Les 80% qui restent sont libérés sous forme de chaleur. Du coup, à partir de l'ensemble de ces données, on peut compléter un petit schéma que je vais commencer à vous faire. Donc avec ici, vous avez les 100 watts qui sont nécessaires, enfin qui sont utilisés pour l'énergie mécanique, qui correspondent aux 20% qu'on a donné tout à l'heure. Par des petits calculs de pourcentage, on arrive à identifier que les 100 watts, s'ils représentent 20% du total, et du coup, ça veut dire qu'ici, on avait 500 watts de production globale. Sur ces 500 watts, on nous précisait dans le document 5 que 80% étaient perdus, donc ces 80% de 500 watts correspondent à 400. Je vérifie, 400 plus 100 nous font bien les 500. Concernant les pertes, donc de ce côté, j'ai répercuté, donc j'ai mis tout ce qui correspondait aux pertes. On a bien les 60% de rayonnement, les 15% de convection par respiration, les 3% par évaporation, transpiration, et les 22% par la conduction, c'est-à-dire les contacts de la peau avec l'air ou l'eau éventuellement si on est en train de se baigner. Pour ce qui va être reçu, donc par le corps humain, et la production d'énergie qui va être réalisée par le corps humain. On a une partie qui va être due au rayonnement solaire, donc effectivement le soleil nous réchauffe, donc on a une production d'énergie qui est due donc en fait par conduction, par rayonnement. Et puis on a une production aussi qui est réalisée par le métabolisme avec la respiration et la fermentation, donc qu'on a déjà vu aborder dans les chapitres précédents. Concernant l'activité 2, donc là il y avait tout un tas de calculs. Pour la première question, vous demandez quelle était l'énergie au repos. Donc l'énergie au repos, je regarde donc 1, c'est le métabolisme de base. On vous explique à quoi il sert, qu'il servait donc notamment au maintien des fonctions vitales, cerveau, intestin, cœur, etc. Et qu'il correspond à 1400 kilocalories. Bon, donc du coup c'est kilocalories. On peut éventuellement essayer de les convertir en joules ou en kilojoules. Et à ce moment-là, donc il y avait une donnée dans le document ici, donc 1 kcal égale 4,184 kJ. Et donc du coup, on n'avait plus qu'à faire 1400 fois 4,184. C'était un petit produit en croix tout simple. Et on obtient donc 5582 kJ. Donc ça, c'est pour l'énergie au repos. Donc soit on garde en kilocalories, soit on met en kilojoules. Le tout après, c'est de pouvoir faire des comparaisons avec le reste. Pour la deuxième, il fallait calculer la dépense énergétique pour 2 heures de marche lente et pour 1 heure de footing à 8 km/h. Pour 2 heures de marche lente,
lente. On vous précise ici que la marche lente correspond à 216 watts en puissance. Et on vous donne la formule, on vous dit ici que pour avoir l'énergie, c'est l'énergie basale, donc le métabolisme de base, qui était donné ici en question 1, plus la puissance, donc autrement dit les 216, que multiplie le temps. Et on vous dit que ce temps, il doit être en secondes. Donc 1 heure, non ici pardon, c'est 2 heures, donc 2 heures c'est 3600 secondes fois 2. Autrement dit, on arrive à 216 fois 3600 fois 2, qui nous fait donc 1 555 200 joules, que je ramène en kilojoules, ça fait 1555,20 kilojoules. Pour une heure de footing, je procède de la même façon, donc sauf que cette fois-ci, vu qu'il n'y a qu'une seule heure, je fais que 500, que je trouve ici, fois les 3600 secondes, qui nous fait donc du coup 1800 kilojoules. Voilà pour la question 1 et 2. Question 3, on vous demandait quel était l'apport d'énergie d'un plat de spaghetti bolognaise. Donc on vous demandait pour 100 g de spaghetti, 50 g de bolo, 25 g de gruyère. Les valeurs sont données ici sur les étiquettes des paquets alimentaires. Du coup, je pars avec les valeurs en kilojoules, puisque j'ai fait tous mes calculs en kilojoules. Et donc du coup, pour ici, donc, le premier tableau donc, qui correspondait au spaghetti, on a 1458 kilojoules. On en mange 100 grammes, donc ça fait 1458 fois 100 divisé par 100. Donc voilà. Donc c'est un petit produit en croix encore, donc 1458 pour 100 grammes. Donc pour 100 grammes, il m'en faut combien? 1458. 50 grammes de bolo, ben, ça nous fait les 295 kilojoules. Comme c'est que 50 grammes, ben, c'est fois 100 divisé par 50. Donc du coup, ça nous fait diviser par 2. Plus après le gruyère, donc ben, ici on est à 1529 kilojoules, donc ça nous fait 1529, comme c'est que 25 grammes, donc 25 sur 100. Et donc du coup on aboutit progressivement avec la calculette, donc au résultat de 1987,75 kilojoules. Donc ça c'est l'apport d'un repas de spaghetti de 100 grammes. Concernant le temps de course à 8 km/h, qui est nécessaire pour dépenser maintenant ces fameux 1987,75 kJ. Bon, on a dit tout à l'heure que pour une heure de footing, on dépense 1800 kJ. Moi, je sais, donc, je veux dépenser 1987 kJ. Donc là encore, c'est un petit produit en croix. Donc du coup, il me suffit de faire 1987,75 divisé par les 1800, ça me donnera le temps. Quand je fais ma division, on obtient 1,10 heures, que je ramène en heures et minutes. Donc attention, là, on est sur une base 60 et non pas sur une base 100. Donc les 0,10 heures, il faut que je les convertisse en minutes, ce qui correspond à 6 minutes. Voilà pour le résultat. Et donc du coup, on peut noter tout ça après sous forme d'un schéma. Donc on a l'alimentation, ici les apports, donc sous forme d'une balance, les apports donc par l'alimentation, donc de 1987,75 kJ. Ici, on a les dépenses, donc celles qui sont nécessaires pour le métabolisme de base, celles qui sont liées à une heure de footing, et donc du coup, ben, si je fais, pour que le tout soit bien équilibré, il faudrait que ce qui est apporté soit égal aux dépenses, et donc du coup, dans ce cas-là, on aura tout bon. Si on a un déséquilibre, donc on a plus d'apports que de dépenses, bah à ce moment-là, on aura donc une prise de poids. Si au contraire, on a plus d'exercice que d'apports, bah à ce moment-là, on aura un amaigrissement. Voilà pour la balance thermique. Pour donc du coup cette séance 1. Donc à retenir que la température corporelle, du coup, elle va être maintenue par deux procédés. Les procédés qui correspondent donc à la thermogénèse et les procédés qui correspondent à la thermolyse. La thermogénèse, elle permet la production et le gain de chaleur, donc c'est toutes les réactions qui correspondent aux productions et gains de chaleur. Donc du coup, ben, on a dit que pour la thermogénèse, on aura du coup le métabolisme respiratoire et alimentaire, les exercices physiques qui produisent aussi de la chaleur, et enfin les exercices musculaires plutôt, et puis vous avez aussi les apports extérieurs avec le soleil. Et puis tout ce qui correspond à la thermolyse, donc les pertes de chaleur, et bien là ce sera tous les échanges avec l'extérieur que vous avez vu dans le premier schéma, avec la convection, la conduction.
Si on a un équilibre parfait entre thermogénèse et thermolyse, à ce moment-là, la température corporelle sera maintenue à celle que vous connaissez, qui est à peu près en moyenne de 37 degrés. Bon, nous, ce qui nous intéresse maintenant, pour cette séance 2, ça va être justement de comprendre les autres mécanismes qui permettent de maintenir cette température. Dans les organismes vivants, on distingue deux types d'êtres vivants, donc les endothermes, donc comme nous, puis les ectothermes. Donc les ectothermes, c'est ce qu'on appelle les animaux à sang froid, puis les endothermes, ce qu'on appelle les animaux à sang chaud. On voit ici que les endothermes maintiennent leur température, donc sur une fourchette, donc à peu près constante, et que en deçà de cette température, on va avoir soit de l'hypothermie, soit de l'hyperthermie. Donc l'hypothermie, c'est quand il fait le milieu extérieur est plus froid, l'hyperthermie quand le milieu extérieur est plus chaud, et qu'on a du mal justement à réguler notre température. Les ectothermes, eux, ont une température corporelle qui est directement liée à la température du milieu extérieur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi nous, on est capable, et par quel mécanisme on est capable de maintenir cette température à 37 degrés. Pour cela, première chose, donc là, cette activité sur la peau, forcément, je vous ai donné que les documents, vous n'avez pas à la réaliser, bien sûr, puisque les microscopes ne sont pas à votre disposition. Mais qu'est-ce qu'on a? On a ici des coupes transversales de l'épiderme, c'est-à-dire de la peau. Et la peau, c'est la première barrière qu'il va y avoir entre le milieu intérieur du corps humain et le milieu extérieur. Et quand on regarde la structure de cette peau, on s'aperçoit qu'il y a différentes choses qui sont importantes. Notamment une couche d'adipocytes, de graisse. Et là, si on pense adipocytes, on pense graisse, on pense économie d'énergie avec une couche isolatrice. On voit aussi des glandes sudoripares qui permettent la transpiration. On détecte aussi des thermorécepteurs, donc qui vont permettre de capter et de détecter la température du milieu extérieur. Beaucoup de vaisseaux sanguins, qu'on appelle des capillaires sanguins. Et puis des muscles et, bien sûr, des poils. Ici, donc là, on voit l'insertion d'un poil. Donc là, c'est la partie interne, le follicule pileux. Et puis, vous avez le poil après à l'extérieur. Ici, vous avez des glandes sébacées et sudoripares. Et puis, vous avez donc la couche d'adipocytes. Donc, cette couche de peau est constituée de deux parties. La partie supérieure, donc on appelle l'épiderme. Et puis, vous avez la partie interne qu'on appellera le derme. Donc voilà, donc là, on va essayer vous allez devoir ramener et puis comprendre un petit peu la structure de cette peau, en quoi elle est directement liée avec les mécanismes qui vont permettre de réguler notre température interne. Pour cela, vous allez faire deux groupes. Vous allez travailler en binôme. Premier binôme, donc première personne du binôme va travailler sur comment l'organisme se maintient-il quand il fait froid à l'extérieur. Et le deuxième du binôme va travailler sur la question comment l'organisme maintient sa température quand il fait chaud à l'extérieur. Vous mettrez ensuite en lien les deux activités pour pouvoir réaliser un schéma bilan. Ce schéma, c'est ce que vous allez devoir me rendre. Donc, vous me le rendez bien sur le VNT, dans cahier de texte, travail à faire, déposer travail. Voilà, donc ce schéma, vous marquerez exactement tout ce que vous avez pu identifier dans l'activité 1 et dans l'activité 2. Et puis voilà. Donc voilà pour votre travail de cette semaine. Donc ce sera à rendre, bien sûr, pour le 14 avril, donc pour mardi prochain, puisque lundi c'est férié, et que ce travail, vous auriez dû le faire normalement ce lundi passé, ce lundi. Voilà, allez, bon travail et à bientôt.